Hello! Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour la fameuse vidéo d'Ilili. Globalement, les rushs que j'avais... Bon, déjà pour reprendre toute l'histoire, à la base, ça devait être la 24e case du calendrier de l'Avent de cette année. Sauf que j'ai jamais eu le temps de finir cette vidéo et surtout que j'ai eu la grippe comme tout le monde à Noël, donc j'ai jamais eu le temps de finir le montage, etc. Et entre-temps, j'avais perdu les rushs face cam de cette vidéo. Donc écoutez, je vous refais une petite intro pour vous expliquer un peu tout ça. Mais du coup, en ce moment, la série des analyses d'œuvres d'art dans les films est vraiment focus sur D'Ilili à Paris, qui est un film de Michel Oslo, où on va suivre D'Ilili, qui est une jeune Kanak arrivée en France, qui va devoir résoudre une enquête avec son ami. Et tout au long de cette enquête, en fait, on va traverser le Paris de la Belle Époque. Donc c'est ma période de spécialité, donc forcément j'étais trop contente de vous faire toute une série de vidéos et aujourd'hui on est sur l'épisode 2 de ces séries de vidéos puisque le premier épisode était sur Sarah Bernard. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Même si dans cette deuxième vidéo, c'est pas grave si vous n'avez pas vu la première. Aujourd'hui on va se focus sur une partie du film qui se passe essentiellement à Montmartre, qui, quand même, pendant la Belle Époque, va avoir un très très bel essor. Et pour vous expliquer un peu tout ça, va falloir évidemment revenir sur le contexte de Montmartre, comment s'est créé Montmartre, est-ce que ça a toujours fait partie de Paris ou non. Et je vous laisse du coup avec la suite de cette vidéo. Durant la période gallo-romaine, Montmartre est déjà exploité pour ses carrières de gypse et il y a la construction d'un temple. Soit il était pour Mars, soit il était pour Mercure. À l'époque chrétienne, la butte, elle va devenir le mont des Martyrs et une abbaye est construite. Puis au XIIe siècle, cette abbaye, elle est considérée comme l'une des plus grandes et des plus riches du royaume. À cette époque, la zone, elle est imprégnée par la religion et Montmartre ressemble à une campagne composée de vignes, de moulins et de carrières. Le nom de Montmartre va progressivement se construire puisque le mont des Martyrs est aussi appelé en vieux français le mont des Martres et qui va devenir Montmartre par la contraction du coup de ces mots. À partir de la Révolution française, la vente de certains terrains amène une première urbanisation de la zone, mais les plus gros changements arrivent au XIXe siècle, le siècle qui nous intéresse. Tout d'abord, sous le Second Empire avec Napoléon III, Paris attire de plus en plus de personnes. Avec les expositions universelles, son attractivité va augmenter et en plus de ça, il y a un énorme exode des ruraux à la recherche de travail à la capitale. Donc Napoléon III aussi, il a pour projet de faire de Paris la référence en Europe, ce qui l'amène à mener de gros travaux d'urbanisation, comme les travaux sûrement les plus connus avec le baron Haussmann et du coup ces fameux quartiers haussmanniens. Comme Paris explose, il faut aussi revoir ses délimitations. Paris va alors passer de 12 arrondissements à 20 arrondissements à cette époque. C'est en 1860 que Montmartre devient le 18e arrondissement de Paris. Le quartier du coup va s'aménager et ça va augmenter la population qui est à la recherche de logements peu chers. Pour ce qui est du divertissement à Montmartre, parce que, encore une fois, ça va être le sujet de cette vidéo, les cabarets et les bals n'arrivent pas en 1860 et à plus qu'ils sont déjà présents le long des barrières de Paris où l'on pouvait trouver des débits de boissons moins chers que dans la capitale parce que comme ils étaient à la limite de Paris, ils ne payaient pas de taxes sur les produits de consommation. Dans ces endroits-là, il y avait déjà des guinguettes, des bals. Cependant, après 1870, ces lieux de divertissement vont vraiment fleurir puisqu'en 1870, contexte historique, guerre franco-prussienne, la population elle est contre cette guerre, ça va amener la commune en 1871 à une guerre civile qui va traumatiser les Français car la répression elle va être très très forte comme l'événement de la semaine sanglante. Et dans cette époque-là, Montmartre a joué un gros rôle dans cette guerre civile puisque les premiers soulèvements vont se faire dans ce quartier et ça va vraiment devenir un symbole de l'insurrection et c'est un détail important pour la suite. C'est à ce moment-là que la zone développe son esprit de lutte et de provocation. Caractères qui vont être intéressants pour notre Montmartre des cabarets.
Par cet événement traumatique, les Français y recherchent la distraction, la légèreté, et c'est à Montmartre qu'ils pourront la trouver. C'est à partir de ce moment-là que les contemporains définissent le Montmartre de la Belle Époque comme le centre du monde. Niveau structure, on va avoir le Haut Montmartre qui est plutôt pittoresque avec ses rues pavées, cette ambiance de village, et ensuite le Bas Montmartre, c'est là où il y a une effervescence de personnes et un va-et-vient constant. Sur le versant nord, c'est encore le maquis, donc un terrain vague laissé en friche avec des baraquements de fortune. Montmartre va devenir le pivot du divertissement populaire et une zone accueillant les marginaux. C'est une zone plutôt socialiste, anti-bourgeois, à l'opposé de l'ordre établi. Pour les artistes, c'est un lieu qui permet de prendre du recul sur le centre bourgeois de la capitale et va devenir en très peu de temps un centre littéraire et artistique. Les innovations artistiques s'éloignent de l'apprentissage académique, comme avec l'art de l'affiche qu'on va voir juste après. Autre exemple va avoir la question du nu. À l'académie, le nu est autorisé et il est bien vu si ça fait référence à une allégorie, à un mythe, à la religion. Mais s'il est montré comme un nu réel du quotidien ou encore pire, illicite avec la prostitution, c'est un scandale parce que c'est vraiment jugé comme un danger moral. Alors que à Montmartre va avoir une grande importance donnée à l'humour, à la parodie, à la caricature pour dénoncer les mœurs de la vie contemporaine et de la condition humaine en général. Il y a un petit paradoxe à noter quand même, c'est que cette zone du divertissement, elle est si bien exploitée et vendue par ses créateurs que la Bohème va devenir aussi une attraction touristique mondiale, et cela jusqu'à aujourd'hui. Maintenant que le contexte de l'arrondissement est posé, on va pouvoir se pencher sur les lieux du film. Je me suis vraiment focus sur les cabarets, etc. pour vraiment se concentrer sur l'aspect affiche, cabaret et un certain personnage du Montmartre que vous connaissez très sûrement. Parce que c'est en partie grâce à lui qu'on va découvrir le Montmartre de la Belle Époque dans le film. Monsieur de Toulouse-Lautrec, quel bonheur de vous voir dessiner! Henri de Toulouse-Lautrec, il naît en 1864 à Albi et il grandit dans une famille aristocratique. Assez jeune, il va contracter une maladie des os et à cause d'un accident, il va se briser les deux fémurs. Comme ces fractures ne vont pas bien se refermer, il ne grandira pas des jambes et il n'y a que son torse qui va continuer à se développer. Donc très vite, Toulouse-Lautrec, il va se sentir différent, il connaît des douleurs constantes, etc. Mais grâce à cela, il va pouvoir être accepté au sein de Montmartre. Comme je vous l'ai dit, Montmartre, c'est plutôt anti-bourgeois, mais Toulouse-Lautrec, lui, il est aristo. Donc comment ça se fait ? En fait, par son physique, il est considéré comme un marginal et il va être vraiment une figure majeure dans la promotion, la représentation de la vie de l'arrondissement parce qu'en fait, il en fait aussi pleinement partie. Pour sa formation artistique, dès son enfance, il s'intéresse au dessin et il va être encouragé par l'un de ses oncles à poursuivre cette voie. Il va commencer son éducation artistique avec un ami de son père, le peintre animalier René Princeteau, et à partir de 1881, il se rend à Paris. À ce moment-là, il suit les cours de Bonnat, mais en 1882, donc vraiment juste un an après son arrivée, son atelier ferme et Toulouse-Lautrec doit en trouver un nouveau, mais il va hésiter entre deux artistes, entre Cormon et Carolus-Duran. D'un côté, il aime bien la patte de Carolus-Duran, mais il sent qu'il ne forme pas forcément de bons dessinateurs, alors qu'à ce moment-là, Toulouse-Lautrec est déjà très intéressé par le dessin, donc il va choisir Cormon, qui lui semble être un meilleur choix pour lui. À cette époque, même étudiant, il est déjà un habitué du chat noir avec ses amis, et il va progressivement abandonner les sujets d'atelier pour la représentation de la scène contemporaine. Toulouse-Lautrec, il va vivre dans l'excès, c'est un grand habitué des cabarets, des cafés-concerts, des bars, des bordels, etc. Et en fréquentant ces lieux, il va tisser des amitiés avec des acteurs, actrices, prostituées, etc. des nuits de Montmartre. Et certains et certaines sont représentés sur les œuvres présentes dans le film. On va commencer la visite par un lieu incontournable du quartier qui s'appelle le Moulin Rouge. Bien que Djilili étant mineure ne devrait pas rentrer dans ce genre d'endroit, c'est ici qu'elle rencontre ce fameux Toulouse-Lautrec.
Le Moulin Rouge est fondé en 1889 et il va s'imposer dans le paysage du divertissement de Montmartre. Les propriétaires, en fait, ils sont désireux de faire se rencontrer les classes sociales, puisque évidemment, ça leur apportera un double profit. Donc, ils s'installent à la frontière de la zone prolétaire et de la zone bourgeoise de Montmartre. C'est évidemment un lieu qui, aujourd'hui encore, a une énorme réputation. Et pour faire sa promotion et la promotion des starlettes du Moulin Rouge, les propriétaires font appel à des affichistes. Et on va commencer par celle-ci. Une grande danseuse de cancan par un grand peintre. C'est une affiche donc réalisée par Toulouse-Lautrec qui s'appelle La Goulue et qu'il réalise en 1891. En fait, le Moulin Rouge va organiser un concours d'affiches et c'est Toulouse-Lautrec qui le remporte. Il est au tout début de sa carrière et c'est une occasion en or de montrer son art à beaucoup de monde et il va connaître un succès immédiat et il aura beaucoup plus de succès en affiche qu'en peinture. Pour le sujet principal, il s'agit donc de La Goulue, qui s'appelle en réalité Louise Weber et qui naît en 1866 en Lorraine. Sa famille, elle vient se réfugier à Paris en 1870 pour fuir cette fameuse invasion prussienne de la guerre franco-prussienne. Et au Moulin Rouge, elle va vraiment être la vedette du bal et une grande amie de Toulouse-Lautrec. Quand je vous dis que c'est une vedette, c'est vraiment une énorme star au Moulin Rouge. Elle va inventer de nouveaux pas de danse, elle fascine les plus grands et elle danse vraiment comme personne. À côté d'elle, on voit son partenaire Valentin le Désossé, qui est une autre star des planches du Moulin Rouge. Et en ombre chinoise, on va reconnaître des silhouettes, dont Gabriel Tapier de Céléran, qui est le cousin de l'artiste, Jane Avril, qui est une autre artiste très connue des cafés-concerts, des cabarets, etc. On reviendra sur elle un petit peu après. Et on va avoir aussi William Warrener, qui est un peintre et un ami de Toulouse-Lautrec. Évidemment, ce traitement des silhouettes en ombre chinoise, ça fait penser aux estampes japonaises, ce qui n'est pas très étonnant, puisque Toulouse-Lautrec regarde les estampes d'Okusai et d'Utamaro, qui sont des maîtres de l'estampe sur bois. Cette affiche, elle est encore très connue aujourd'hui, va avoir un très très beau succès, et Toulouse écrit dans une de ses lettres, vers octobre 1891, « Mon affiche est collée aujourd'hui sur les murs de Paris, et en décembre, mon affiche a réussi sur les murs, malgré quelques pataquès commis par l'imprimeur qui dépare mon produit. » En soi, très beau succès qu'il partage dans cette lettre à sa mère. Dans le film, on va remarquer aussi un passage important pour la vie de Toulouse-Lautrec, c'est sa rencontre avec Edgar Degas. Pour lui, Degas, qui est du coup un artiste peintre dont vous connaissez très sûrement ses œuvres, pour lui, Degas, c'est sa Beyoncé des arts plastiques. La même année que son affiche La Goulue, Toulouse-Lautrec écrira dans une lettre en septembre 91, de retour de son voyage en Espagne, Degas m'a encouragé en me disant que mon travail de cet été n'est pas trop mal. Gros compliment venant de Degas. Je voudrais bien le croire. Et c'est ce moment-là qui est représenté dans le film, bien qu'il n'ait potentiellement pas eu lieu devant le Moulin Rouge. Si on continue sur les affiches du Moulin Rouge, on va apercevoir quelques affiches pendant la discussion entre Degas et Toulouse-Lautrec. Donc on voit d'autres styles dont certaines affiches viennent de noms pas forcément très connus de l'affiche, mais on a quand même les anciennes affiches de Chéret. Chéret qui est vraiment une icône pour l'art de l'affiche. Si vous vous intéressez à cette période, Chéret c'est vraiment un nom de référence puisqu'il est considéré comme l'inventeur de l'affiche de la Belle Époque, on va dire. C'est lui qui démocratise les affiches en couleur, des affiches qui ont beaucoup plus de peps, de narration, qui ont de la vie et vraiment voilà, je voulais quand même le mentionner même si je vais pas forcément développer à fond ces affiches là parce que voilà, je vous ai bien parlé du Moulin Rouge déjà, mais vraiment Chéret, gros nom de l'affiche, donc voilà. Ensuite, une autre affiche qu'on va découvrir, c'est le divan japonais. Le divan japonais, cette fois, ouvre en 1882 et va devenir un café-concert en 92 sous la direction d'Édouard Fournier. Il est décoré de lanternes et de chaises en bambou pour faire écho à une tendance de l'époque, le japonisme. Vous savez que c'est une tendance que j'aime beaucoup. Le japonisme, c'est la vision qu'ont les Occidentaux et dans ce cas-ci les Français de ce qu'est le Japon. Donc c'est un peu un Japon fantasmé, etc. Et ça va se retrouver dans beaucoup de courants artistiques comme l'art nouveau, ce genre de choses. Au niveau du divan japonais, sa clientèle comprend la bohème, des étudiants, des habitués des cabarets, cafés-concerts.
et son public est un peu moins lettré que celui du Chat Noir par exemple. Et du coup sur cette affiche, on retrouve notre Jane Avril, mais cette fois pour le moment elle n'est toujours pas actrice, elle est encore une fois spectatrice, assise à observer une autre star de Montmartre qui s'appelle Yvette Gilbert, qui est reconnaissable avec ses très très longs gants et puis sa silhouette. Et juste à côté de Jane Avril, on a un monsieur, et lui c'est Édouard Dujardin, qui est un écrivain dandy très habitué de ces lieux. Et là, ce qui est particulier dans ces affiches, c'est le cadrage, les déformations du corps d'orchestre, etc. Dans l'affiche, c'est quand même important de se démarquer pour attirer l'œil et du coup faire correctement la publicité. Donc là, c'est encore une fois une très très belle affiche de Toulouse-Lautrec. Et du coup, cette Jane Avril, à un moment, on va la trouver quand même en tant qu'actrice sur une œuvre, puisque on voit l'affiche Jane Avril au Jardin de Paris, qui est une affiche de 1893. Jane Avril, c'est une fille d'un noble italien, elle se mariera jamais. Sa mère, c'est une demi-mondaine alcoolique. Une demi-mondaine, c'est un joli mot pour parler, on va dire, d'escorting de la Belle Époque. Comme elle n'est pas forcément très très bien traitée lors de son jeune âge, elle va être internée relativement jeune. Notamment en fait à la Salpêtrière, qui est très connue pour héberger Jean-Martin Charcot, qui va la diagnostiquer épileptique et hystérique, qui sont bien évidemment des diagnostics de l'époque. Et en fait elle va un peu échapper à son sort et à l'hôpital psychiatrique par la danse, et elle va commencer au Moulin Rouge. C'est une des étoiles du quadrille, mais elle veut briller solo et pas en groupe, et elle sera la star au Divan japonais et au Jardin de Paris. Et Toulouse-Lautrec, il l'adore, mais vraiment beaucoup, et il va du coup réaliser cette affiche qui est commandée par le cabaret à la demande de Jane Avril. Toulouse-Lautrec dessine à sa table. Donc pareil, on retrouve un cadrage japonisant, enfin voilà, rien de surprenant chez Toulouse-Lautrec. Donc voilà déjà un peu pour tout le cadre de Montmartre. Mais il y a autre chose qui est arrivé à Montmartre, c'est ces espèces de fontaines que vous avez dû voir si vous êtes venu à Paris, ou si vous y habitez, que vous avez dû voir un petit peu partout dans la ville. Et elles nous diront ce qu'ils ont vu. En fait, en dehors des cabarets et de lieux de fête, il y a d'autres choses. Tout d'abord, du coup, les fontaines les plus connues de Paris, qui s'appellent les fontaines Wallace. Dans le film, c'est celle qui se trouve sur la place Émile Goudot, juste en face d'un lieu important dans l'histoire de l'art qui s'appelle le Bateau Lavoir, mais ça sera pour une prochaine vidéo avec Dilili. Ces fontaines sont un don d'un Anglais qui s'appelle Sir Richard Wallace et qui a hérité d'une grande fortune. Ce philanthrope, il naît à Londres, mais il va grandir et habiter dans le château Bagatelle à Paris, ce qui explique notamment son lien avec la ville. Du coup, elles sont inspirées des Drinking Fountains de Londres, et à l'époque, il y avait des gobelets en étain accrochés par une chaînette. En fait, ce qu'il faut savoir, parce que oui, il offre par pure philanthropie, mais c'est peut-être parce qu'il y a une raison quand même qu'il offre ces fontaines. En fait, lors de la Commune de Paris, donc 1871, il y a une énorme pénurie d'eau. Du coup, le prix de l'eau augmente énormément et les classes les moins aisées ne peuvent pas se permettre d'en acheter. Et du coup, et en plus de ça, une partie de l'eau vendue, elle vient de la Seine. Et je peux vous dire que déjà au 19e, elle est bien dégueu la Seine. Donc pour les plus pauvres, il est alors plus sûr et économique de boire de l'alcool, parce qu'à l'époque, l'alcool était moins cher que l'eau. Donc déjà qu'il y a une augmentation de l'alcoolisme dans les classes populaires, de par le contexte politique, privé, etc. Voilà, s'il se dit, il faut peut-être faire un petit truc quand même. Il va donc décider de faire don de ces fontaines. La première arrive en 1872 sur le boulevard de la Villette. C'est Napoléon III qui choisira la couleur verte dans un souci de fondre le mobilier urbain dans la nature et de la sortir avec les autres installations comme les colonnes Maurice par exemple que vous connaissez sûrement. Et du coup, Wallace va commander ces fontaines à un sculpteur, mais il va avoir des demandes quand même très précises et assez pratiques. Il va demander à ce qu'elles soient assez grandes pour être vues, mais pas
pas trop pour pas détruire l'harmonie du paysage. Il faut qu'elle ait une forme pratique à utiliser, mais que ce soit aussi joli à regarder. Et pour les matériaux, il faut que ce soit résistant à la météo, facile à façonner, facile à entretenir, etc. Donc on va utiliser de la fonte. Et pour le coup, il faut que ça soit quand même abordable pour en installer un maximum. Donc du coup, pour la beauté et la symbolique, on va utiliser des cariatides, qui sont des figures de femmes gréco-romaines utilisées comme des piliers. Ici, elles représentent la gentillesse, la simplicité, la charité et la sobriété, mais aujourd'hui, on ne sait pas vraiment laquelle représente quelle valeur. Et du coup, va vraiment avoir un partenariat entre Wallace et la ville de Paris. Wallace, il va couvrir les frais de conception des fontaines et les livrer à la ville qui s'occupe de l'emplacement et du circuit d'eau. Et ce qui est aussi super intéressant avec ces fontaines, c'est qu'elles sont vraiment pensées pour tout. C'est-à-dire que les cariatides, même si elles sont jolies, etc., et toute la structure en soi de la fontaine est faite de telle sorte à ce que l'accès à l'eau ne soit pas possible pour un cheval, par exemple, qui irait dégueulasser un petit peu l'eau. Et c'est suffisamment haut pour qu'un chien ne fasse pas pipi dedans, par exemple, ou que les rats aussi y aillent, etc. Donc c'est vraiment, on se dit c'est un détail dans notre paysage parisien maintenant, mais en vrai ça a été hyper bien pensé. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez pu en apprendre plus sur le Montmartre de la Belle Époque, qui est généralement le Montmartre qui est quand même vachement resté dans l'imaginaire collectif et dans les esprits, etc. Enfin surtout, vous pensez Montmartre, vous pensez Sacré-Cœur, Moulin Rouge, Toulouse-Lautrec, même si vous le connaissez pas, vous pensez à des œuvres que vous avez déjà vues de lui. Et puis voilà, donc j'espère que ce petit dimanche a pu vous instruire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!